Bien, je vous propose que nous ouvrions cette session. Monsieur le directeur général du service juridique de la Commission européenne, monsieur le juge de la Cour de justice de l'Union européenne, monsieur l'ambassadeur de France, madame l'ancienne directrice générale adjointe du service, mesdames et messieurs les présidents, en particulier je salue la vice-présidente de la Cour administrative suprême tchèque qui nous fait l'honneur de sa présence. Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'ouvrir ce colloque restreint, mais ce colloque, première édition des entretiens de droit européen du Conseil d'État, consacré au rôle et à la place du service juridique de la Commission européenne au cœur des institutions à l'occasion du 70e anniversaire de sa création. La rencontre du service juridique au Conseil d'État marque une relation qui nous unit autour du droit de l'Union européenne depuis de nombreuses années et qui est ainsi consacrée par cette rencontre. La communauté de droit qu'est l'Union européenne s'appuie sur des juges, mais également sur des administrations, parmi lesquelles le service juridique de la Commission occupe évidemment une place ancienne et une place éminente. Ce service joue un rôle primordial, non seulement bien sûr au sein de la Commission, mais plus largement dans le fonctionnement de l'Union, ce que les intervenants du colloque ne manqueront pas d'expliciter, de préciser. Ce rôle en fait un partenaire unique pour le Conseil d'État. Nous sommes unis, associés dans l'application du droit de l'Union, auquel le Conseil d'État veille non seulement dans ses fonctions juridictionnelles, bien sûr, mais aussi dans ses fonctions administratives et consultatives. Le service juridique de la Commission est, comme l'indique le titre de notre colloque, un acteur à la fois central et parfois, en tout cas, dans certains cercles méconnu. Sous la modération éclairée de la présidente de la section du rapport et des études, Martine de Boisdef, qui a organisé cet événement avec ses équipes, les intervenants donneront à voir comment s'exerce concrètement ce rôle central. Karen Banks parlera du rôle décisif du service dans le fonctionnement de la Commission. Jean-Claude Bonichot, notre collègue et juge à la Cour de justice de l'Union, témoignera de l'influence que peuvent exercer le service juridique et ses agents dans l'élaboration de la jurisprudence de la Cour de justice. Et Pierre Sellal, que j'ai le plaisir de saluer, de retrouver, on s'est rencontrés dans une vie antérieure, ambassadeur de France et ancien représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, nous donnera sa vision du rôle du service juridique de la Commission dans les négociations qui se déroulent au Conseil et plus largement dans le processus d'élaboration du droit de l'Union. Enfin, je remercie tout particulièrement Daniel Calera Crespo, directeur général du service juridique de la Commission, qui a accepté de conclure ce colloque et avec qui nous avons déjà travaillé ce matin en direct. Alors, premier élément, le service juridique de la Commission européenne, j'ai quelques réticences à le présenter puisqu'il va être présenté par ses acteurs, mais quand même quelques mots. C'est un service qui, depuis 70 ans, a un rôle central avec des missions essentielles pour la Commission, mais pour le fonctionnement général de l'Union. Et si je voulais le comparer, la comparaison est difficile, mais aux acteurs français, on pourrait dire en tout cas qu'en partie, certaines de ces fonctions correspondent à la fois à celles du secrétariat général du gouvernement dans le contrôle et la coordination juridique et d'assurance qualité du droit et du respect des normes supérieures par les projets de directives, de règlements ou pour la conclusion de traités, bien sûr, et puis de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en particulier du fait de son rôle devant la Cour de justice, et des autres directions juridiques pour le rôle de conseil à la Commission sur ses options et ses risques en droit. Plus globalement, le service juridique assure, si j'ai bien compris, une triple mission. Rattaché directement au président ou à la présidente de la Commission, il assure d'abord une mission de conseil juridique au Collège des commissaires. Ensuite, il a une fonction de représentant de la Commission devant la Cour de justice pour les différents recours. Il représente ainsi la Commission devant les juges et porte une parole respectée à la fois par sa qualité évidemment technique, sa présence systématique, mais aussi par la cohérence globale de la ligne qu'il tient. Au-delà de ce rôle de porte-parole, il contribue à la définition des positions que la Commission défend devant la Cour, voire de l'opportunité même de saisir la Cour. Enfin, il s'assure de la qualité de la législation, et c'est évidemment pour le Conseil d'État en France un point majeur, notamment lors de la négociation des projets de directives et de règlements, et ces avis juridiques ont toujours beaucoup pesé, même s'ils peuvent être balancés, dans ce cas, par ceux des services juridiques du Conseil et du Parlement européen. Ces missions et les enjeux qui s'y rapportent seront bien sûr détaillés par les intervenants de cette matinée. Qu'il me soit également, chers amis, permis, en évoquant ces missions du service juridique, de saluer la mémoire de Jean-Louis Devost, qui nous a quittés en mars 2019,
En tant que directeur du service juridique de la Commission, pendant une longue période, de 1987 à 2001, après avoir été jurisconsulte du Conseil de ce qu'on appelait alors les communautés européennes, il eut à assumer ses éminentes fonctions sous les présidences successives de Jacques Delors, Jacques Santer et de Romano Prodi. Je sais que l'actuel directeur général du service juridique le connaissait bien et je me rappelle qu'il a salué sa mémoire lors du colloque sur la compliance que nous avons tenu au Conseil d'État dans ces locaux même en juin dernier. La discussion avec le service juridique que nous avons commencé par donc un séminaire ce matin et qui se continue par ce colloque est essentielle pour nous du fait de la place du droit de l'Union pour le Conseil d'État et cette place est primordiale dans l'activité de nos différentes fonctions. D'abord pour les fonctions consultatives et d'études. Dans la mission consultative, l'un des aspects importants de l'examen, par les formations, que ce soit dans les sections, que ce soit dans cette salle d'Assemblée générale, des projets de loi, des projets de textes réglementaires qui nous sont soumis, c'est l'analyse évidemment de la compatibilité de ces textes avec le droit de l'Union. Nous nous assurons, lorsque nous sommes saisis de projets de texte par le gouvernement, et depuis la révision constitutionnelle de 2008, lorsque nous sommes saisis de propositions de loi, nous nous saisissons de la vérification préalable de leur conformité aux exigences du droit de l'Union. C'est une action vigilante et antérieure même à l'adoption de ces textes. Et par cette mission, le Conseil d'État contribue non seulement, je crois, à la qualité de la norme en général, mais aussi à sa bonne articulation avec la norme européenne, comme au respect effectif du droit de l'Union en prévenant d'éventuelles atteintes. C'est au fond une illustration sur le terrain juridique de l'adage bien connu « mieux vaut prévenir que guérir » et en droit, c'est presque aussi important qu'en matière de santé. Le contrôle exercé à cette occasion porte non seulement sur le respect par les autorités nationales des procédures de consultation ou de communication auprès de la Commission, prévues par les traités, par le droit dérivé, comme celle par exemple imposant aux autorités nationales la notification préalable à la Commission européenne de régime d'aide d'État. Au-delà des procédures, le contrôle exercé par le Conseil porte également, cela va de soi, sur la conformité du droit national avec les règles et les principes substantiels du droit de l'Union. Et, à titre d'exemple, l'examen en septembre dernier d'un projet de loi portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation s'est par exemple penché sur la possibilité de vendre à perte différents carburants au regard de la directive du 11 mai 2005. L'avis du Conseil d'État a retenu qu'une telle pratique, au regard de la jurisprudence européenne, n'était contraire au droit de l'Union que lorsqu'une analyse spécifique, au cas par cas, permettait d'établir son caractère déloyal, ce qui n'était pas le cas de principe. Le rôle important que joue le Conseil en faveur d'une pleine application du droit de l'Union lors de l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires est également renforcé par la cellule de veille européenne créée en octobre 2009 au sein du Conseil et dont la mission est d'identifier, dès les phases de préparation, de négociation des actes de l'Union, les questions juridiques que peuvent soulever ces projets au regard du droit interne. Le travail de cette cellule particulière peut ainsi conduire le Conseil d'État à attirer l'attention du gouvernement et du Parlement sur ces questions afin de susciter, le cas échéant, des inflexions de ces projets, des réflexions anticipées sur leur mise en œuvre ou la réalisation d'études complémentaires. Deuxième temps également de notre intervention, c'est dans le rôle d'étude. Quel que soit le sujet retenu, les études annuelles du Conseil d'État accordent une place particulière au droit de l'Union. Pour n'en citer qu'une, on peut mentionner l'étude annuelle de 2022 consacrée aux réseaux sociaux. Cette étude, qui a beaucoup occupé la section du rapport et des études et l'ensemble du Conseil, a été élaborée en parallèle des discussions des règlements Digital Markets Act et Digital Services Act et a été publiée de manière concomitante à leur adoption. Et l'étude souligne qu'une régulation efficace doit être d'abord mise en œuvre au niveau européen et que les règlements qui étaient en préparation permettait de compléter de façon opportune l'édifice juridique existant. Plutôt que l'adoption de nouveaux textes, l'étude recommande de créer un environnement propice à la pleine mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique, et d'ailleurs c'est une recommandation qui peut s'étendre à bien d'autres domaines, afin de favoriser un usage raisonné des réseaux sociaux, de garantir que le droit s'applique aussi bien en ligne que dans la vie réelle, et que les utilisateurs puissent dans ce cadre se saisir des opportunités qu'ils offrent, y compris d'ailleurs l'ensemble des acteurs publics. Il s'agissait ainsi de renforcer et de réorganiser la puissance publique afin de lui donner les moyens d'une régulation efficace des plateformes pour mettre en œuvre efficacement le DMA et le DSA,
Et l'étude pour l'année 2024, consacrée à la souveraineté, que nous sommes en train d'élaborer, reviendra nécessairement sur les questions délicates qui se posent quant à l'articulation concrète entre les pouvoirs dévolus aux autorités publiques nationales et ceux des instances européennes. Et encore une fois, dans cette étude, évidemment, l'Union européenne sera un des éléments structurants de l'analyse. Enfin, dernier temps, évidemment, c'est au contentieux, et je parle devant le président de la section du contentieux, Christophe Champy, où le Conseil d'État, de manière générale le juge administratif, assure aujourd'hui pleinement leur office de juge de droit commun de l'application du droit de l'Union, pour reprendre la formule de la décision d'Assemblée d'octobre 2009, qu'il regarde comme la Cour de justice comme un ordre juridique intégré de l'ordre juridique national, et c'est également la décision de 2011. Il assure également pleinement l'effet direct du droit de l'Union, qui fut affirmé dès 1963 par la Cour de justice des communautés dans son arrêt Wangen en Los, après la controverse sur l'effet direct des directives. Cette controverse, résolue par un dialogue des juges fructueux, qui a permis à la Cour de préciser sa jurisprudence, et au Conseil d'État de faire évoluer la sienne, évolution qui a été conclue toujours par la décision de 2009 que j'ai déjà citée. Ces actions au contentieux complètent celles des sections consultatives et permettent d'assurer au mieux le respect effectif du droit de l'Union européenne en France. Cela est d'autant plus souhaitable que, comme on le sait, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée en cas d'adoption par l'administration d'un acte contraire à ce droit. Cette application a conduit le Conseil à déployer les prérogatives qui sont les siennes pour assurer le respect effectif du droit de l'Union, malgré les difficultés, voire les réticences, pour ne pas dire certaines oppositions. Pour ne prendre qu'un exemple, on pourrait citer les différentes décisions que le Conseil d'État, statuant au contentieux, a adoptées pour assurer l'application du droit de l'Union en matière de protection de la nature et de l'environnement, décisions qui ont été beaucoup commentées. Je ne reviens pas sur la véritable saga du respect des droits de chasse, des dates de chasse qui a conduit le Conseil d'État, y compris dans ses prérogatives de juge des référés, sur la saisine d'associations très vigilantes, à assurer un respect effectif de la législation de l'Union en la matière, telle qu'interprétée par la Cour de justice. Mais l'exemple le plus récent, et sans doute le plus marquant, est celui du contentieux relatif au respect des exigences sur la qualité de l'air, issu de la directive 2008-50, telle que précisée par la Cour de justice. Dans cette affaire, le Conseil d'État a constaté le dépassement persistant des valeurs limites fixées par la directive, dont la Cour avait précisé qu'elles ne constituaient pas de simples indications, mais des obligations de résultat. Il a, en conséquence, annulé le refus de l'administration de prendre les plans que prévoit la directive en cas de dépassement et a enjoint au gouvernement de prendre ces fameux plans et de les notifier à la Commission européenne, ainsi que le prévoit la directive. Ces plans, visant à ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 sous la valeur limite dans le délai le plus court possible. Enfin, il veille à l'exécution effective de cette décision importante et à infliger au gouvernement des astreintes records à cette fin. Malgré les difficultés et les lenteurs, force est d'ailleurs de constater que le droit s'applique progressivement, que le nombre et les niveaux des dépassements constatés se sont substantiellement réduits et qu'un certain nombre de plans ont été adoptés lorsque les dépassements persistaient. Et je renvoie à des décisions de juillet 2017, les Amis de la Terre, puis des décisions du juge de l'exécution en 2020, 2022 et encore dernièrement, puisque la dernière décision est du 24 novembre 2023, qui a à nouveau condamné le gouvernement à 2 astreintes de 5 millions d'euros, constatant les efforts qui avaient été constatés, mais les objectifs qui n'étaient pas complètement atteints. Il reste des questions pour lesquelles des divergences subsistent, et du moins des sujets à résoudre par le fameux dialogue des juges auquel nous nous employons. C'est le cas, nous le savons tous ici, de la question de la primauté. Le Conseil d'État a réaffirmé la suprématie en droit interne de la Constitution sur les traités internationaux, dont le droit de l'Union européenne, comme l'ont fait le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, mais aussi plusieurs autres juges suprêmes dans les États membres. Je voudrais souligner qu'il l'a fait en veillant à limiter les conséquences pratiques de cette divergence avec le juge européen, en étant parvenu jusqu'à présent, à chaque fois, à assurer une conciliation entre les exigences de la Constitution et celles du droit de l'Union dans un esprit de responsabilité, comme par exemple dans l'affaire également très importante des données de connexion. À cette occasion, d'ailleurs, il n'a pas suivi le gouvernement qui l'invitait à effectuer, comme le juge constitutionnel allemand, un contrôle ultra vires, c'est-à-dire de s'assurer du respect par le droit dérivé de l'Union ou par la Cour de justice elle-même de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres. C'est la décision French Data Network et autres du 21 avril 2021.
Cette question de la primauté de la conciliation entre la logique du droit de l'Union et celle du respect dû à l'identité constitutionnelle des États membres, consacrée d'ailleurs par le traité lui-même, est une question, on le sait tous, à la fois juridiquement très délicate et complexe et politiquement très sensible, pour ne pas dire explosive. Elle doit, j'en suis convaincu, être abordée avec la plus grande prudence et un sens aigu des responsabilités, éviter autant que possible que des divergences théoriques ne débouchent sur des situations de blocage, voire d'opposition. C'est en tout cas l'état d'esprit dans lequel le Conseil d'État aborde ces questions et j'en suis convaincu qu'il en va de même pour le service juridique de la Commission. C'est un sujet évidemment majeur. Mesdames et messieurs, ce bref panorama, ce survol plutôt, met en évidence l'intérêt que représente pour l'application du droit de l'Union dans l'ordre juridique interne la complémentarité des différentes missions qu'exerce le Conseil d'État. Mise en regard avec les missions du service juridique, on comprend, je l'espère, la pertinence du dialogue que nous traduisons ce matin. Le colloque d'aujourd'hui permettra d'approfondir notre connaissance réciproque et la compréhension du rôle du service juridique sous ses différents aspects. Car derrière les missions, derrière nos institutions, il y a les personnes qui les font vivre. Permettez-moi ainsi, pour conclure, de saluer tous ceux qui, dans la juridiction administrative et plus largement dans la fonction publique française, travaillent auprès des instances européennes ou auprès d'institutions françaises qui traitent directement des questions européennes. Ce sont des rôles essentiels pour le bon fonctionnement d'une organisation qui est complexe et qui est vitale. Je forme donc le vœu que ce colloque nous permette d'approfondir pour ces 70 ans du service juridique notre connaissance mutuelle. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant la parole aux orateurs de ce colloque. Monsieur le vice-président, monsieur le directeur général du service juridique, monsieur l'ambassadeur, monsieur le juge à la Cour de justice de l'Union européenne, Madame l'ancienne directrice générale adjointe de la Commission européenne, chères toutes et tous, et tout particulièrement, chère Barbara, le vice-président vous a tout dit, mais je vais avoir l'audace, que j'espère il me pardonnera, d'ajouter peut-être deux séries de compléments. Quelques mots sur l'histoire, très rapide, mais du service juridique, et quelques mots sur effectivement la manière dont des liens se sont tissés entre le Conseil d'État et le service juridique via notamment la section du rapport et des études. Quelques mots sur l'histoire, car nous célébrons un 70e anniversaire et 70 ans, ce n'est pas rien. Et cela montre que le service juridique est aussi ancien que la construction européenne elle-même. Il trouve en effet son origine dans le service juridique de la CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier. Et il était à l'origine le service juridique de la haute autorité de la CECA. Cette haute autorité, vous le savez, donc, est venue se mettre en place après le traité de Paris, signé le 18 avril 1951 par la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et le traité est entré en vigueur le 23 juillet 1952. Cette haute autorité, vous voyez les convergences qu'il y a, Christine Roger nous rappelait mardi, à l'occasion des entretiens du contentieux, qu'elle était dotée de pouvoirs étendus, mais dans un domaine circonscrit. Or, l'une des premières décisions du collège des membres de la haute autorité de la CECA, moins de 3 mois après leur mise en place, a été de créer un service juridique. Je cite, « un groupe de conseillers juridiques qui aura ultérieurement à s'articuler en fonction des problèmes individuels qui se poseront et des instances qui seront introduites pour se compléter en service de contentieux. » C'est donc, et c'est notable, je le répète, une des premières décisions qui est prise et qui s'inscrit dans un double souci, le conseil juridique et le contentieux. Cela ne peut que résonner pour nous. Et la Cour de justice de la CECA est entrée, elle, en fonction le 4 décembre 1952, donc postérieurement. Ces juges prêtèrent serment le 10 décembre. Le service juridique a commencé à fonctionner avec 3 juristes, originaires d'Allemagne et de France. Et le conseiller d'État, Michel Godet, est ainsi appelé en 1952 auprès de Jean Monnet comme conseiller juridique de la haute autorité. Il restera à travers les métamorphoses du service
en poste jusqu'en 1969. Car en effet, le service juridique suivit après l'évolution de la CK à la CE, qui au départ réunissait l'Euratom, la CK, la Communauté économique européenne, et en 1968, avec la fusion du tout, le service juridique devint le service juridique de la Commission. Et vous me permettrez, Monsieur le Directeur général, de rappeler qu'après Michel Godet, il y eut 2 successeurs allemands, et puis à nouveau 2 Français, dont Jean-Louis Devost, et je voudrais moi aussi m'associer à l'hommage qui a été rendu par le vice-président à Jean-Louis Devost. Et puis, depuis 2009, 2 directeurs généraux espagnols. Donc, vous voyez finalement des Allemands, des Français, des Espagnols. Loin de ces 3 juristes d'origine, vous avez, Monsieur le Directeur général, je crois près de 300 fonctionnaires sous votre autorité, une multiplication par 100 en 70 ans, voilà qui est notable. Mais vous nous direz sans doute l'activité qui est la vôtre et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le deuxième complément rapide que je voudrais ajouter, c'est que j'ai retrouvé trace, en précisant, et j'en remercie la délégation aux relations internationales, j'ai retrouvé trace d'échanges un peu similaires à ceux que nous avons commencé à voir aujourd'hui. En 2010, lorsque le service juridique de la Commission vint au Conseil d'État pour une séance de travail autour de tables rondes qui portèrent notamment, c'est intéressant à noter, sur les questions préjudicielles et l'organisation et les missions du service. Et le vice-président Sauvé conduisit une visite en retour en 2013, où l'on parla à ce moment-là des méthodes du Conseil d'État en matière de droit de l'Union, de l'impact également de la Charte des droits fondamentaux sur les évolutions législatives et contentieuses, et enfin des aides d'État. Le vice-président a évoqué nos liens à travers les études, et je terminerai sur leur actualité en matière de colloque, puisque vous êtes venu, Monsieur le Directeur général, nous parler de compliance, et Marianne Frison-Roche s'en souvient bien, le 2 juin dernier, et Madame Heller est venue, quant à elle, parler exécution de décision dans notre colloque sur l'exécution, le 24 octobre. Nous avons donc tissé des liens étroits. Il n'en reste pas moins que ce colloque est une première et qu'il restera par définition particulier parce que les 70 ans ne se reproduiront pas. Alors pour cette première, qui j'espère ne restera pas unique, j'ai la chance d'avoir autour de moi des intervenants prestigieux que je vais représenter très rapidement pour simplement dire que je commencerai par donner la parole donc à Madame Banks, ancienne directrice adjointe, générale adjointe de la Commission, du service juridique de la Commission, qui va nous parler donc du service juridique de l'intérieur. Ensuite, ce sera le tour donc de Pierre Cella, l'ambassadeur de France, qu'on ne présente pas, mais qui a été présent dans toutes les négociations importante au niveau européen, qui a occupé tous les postes possibles de responsabilité dans le cadre européen, et qui vous parlera donc du point de vue du législateur, le Conseil et j'espère un peu aussi le Parlement. Et pour finir, puisque l'on finit avec cela et qu'on suit là le processus de fabrication de la loi, eh bien avec Jean-Claude Benichot, juge à la Cour de justice depuis 2006, nous évoquerons les interactions entre le service juridique et la Cour de justice. Je vous remercie de votre attention et je passe immédiatement la parole à Madame Banks en la remerciant à nouveau et en remerciant tous les organisateurs, d'une part le service juridique et tous les membres, tout particulièrement Fabien Reynaud et agents de la section du rapport et des études. Madame Banks. Bonjour, mesdames et messieurs. Je dois commencer en disant l'honneur que je ressens d'être appelée à parler dans cette auguste enceinte si historique. Voilà, donc la mission du service juridique de la Commission est facilement dit, c'est d'assurer le respect du droit par son institution. Donc, à la différence des multiples juristes qui travaillent, bien sûr, dans toutes les directions générales opérationnelles de la Commission, mais qui ont pour mission de faire adopter des textes par le législateur, d'appliquer l'une ou l'autre politique ici et là,
Le service juridique, bien que évidemment conscient de tous ces différents travails et contraintes, a comme pure mission d'assurer le respect du droit. Essentiellement, le service juridique a deux types de tâches. Le travail de conseil juridique vis-à-vis des DG opérationnels et la représentation de la Commission devant les instances juridictionnelles. C'est le plus souvent devant la Cour de justice et le tribunal à Luxembourg, mais il y a aussi les panels OMC, parfois des tribunaux internationaux et beaucoup plus rarement, très rarement, devant des tribunaux nationaux. Le service juridique a le monopole de la représentation de la Commission devant les instances judiciaires. Le service juridique est évidemment indépendant des DG qu'il conseille et qu'il représente. Il tombe sous la tutelle directe, je crois que ça a déjà été dit, du président, actuellement la présidente de la Commission, et vous comprendrez l'importance de cette position au sein de l'institution par rapport aux pressions qui sont évidemment exercées par l'une ou l'autre direction générale ou l'un ou l'autre cabinet pour faire changer des positions négatives de la part du service juridique. Donc ça, c'est un point important. En termes de structure, il y a évidemment à la tête du service, je ne me rendais pas compte que j'allais avoir Daniel devant moi quand je parlais. Et il y a le directeur général qui a évidemment la responsabilité générale de l'organisation et la discipline et la représentation du service. Et puis il y a le directeur général adjoint que j'ai été, qui est responsable pour beaucoup de choses, tout dont un directeur général ne veut pas s'occuper. Donc, la qualité de la législation, beaucoup d'aspects administratifs, y compris le recrutement, organiser des panels, etc., interviewer des gens. Puis, il y a des choses sérieuses aussi par rapport au droit. Il y a la coordination des procédures d'infraction contre les États membres. Et la partie la plus intéressante du travail, je sais que mon successeur le trouve aussi, et c'est la coordination des positions à prendre devant la Cour de justice dans les affaires les plus sensibles. Il y a 13 équipes thématiques dans le service, s'occupant des aspects juridiques du travail de un ou de plusieurs directions générales selon la conception de chaque équipe, et de la représentation de la Commission devant les juridictions dans les matières qui relèvent de leur DG cliente. Il y a aussi une grande équipe, en fait c'est une direction au sein du service juridique, qui s'occupe de la qualité de la législation. Donc les membres de cette direction sont à la fois des juristes et des linguistes. Et dans le temps, ils s'assuraient simplement de la conformité linguistique des différentes propositions faites par la Commission. Mais à un certain moment, un de mes prédécesseurs, un Français, a eu la bonne idée d'utiliser cette ressource parce que les équipes commençaient à être complètement noyées par l'accumulation de travail. Et donc maintenant, quand une consultation arrive, il est envoyé en parallèle aux juristes réviseurs et à l'équipe de fond. Et les juristes réviseurs revoient le texte d'un point de vue légistique, la structure, la logique. Ils interrogent parfois la DG pour savoir ce que les biologistes ont imaginé de faire avec ce texte. Et ce n'est que quand le texte représente à peu près un texte juridique que le juriste de fond va en fait commencer à l'examiner pour voir s'il y a encore des problèmes de fond à régler. Voilà. Il y a donc dans le service juridique au total 408 fonctionnaires, dont 306 juristes. Et les juristes sont divisés entre 249 juristes dans les équipes thématiques et 57 juristes réviseurs. Puis il y a 4 assistants juristes aussi, 2 rattachés directement au directeur général et 2 au directeur général adjoint. Parmi les juristes, je dois mentionner le fait que 132 sont des femmes, ce n'est pas tout à fait la moitié, et il y a 4 femmes directeurs au total, ce qui évidemment n'est pas assez, mais on va dans le bon sens.
La structure du service juridique est plate. Les chefs de file, donc les chefs de chaque équipe, ont le rang de directeur, et en dessous du chef de file, tous les juristes membres d'une équipe font le même travail. Chacun reçoit ses consultations, chacun est agent dans un certain nombre d'affaires devant la Cour, et on a toujours trouvé que cette structure plate, ce sens de ne pas avoir une grande bureaucratie et beaucoup de retard pour avoir l'aval de l'un et l'autre, faisait en sorte non seulement qu'on travaillait de manière efficace, mais en plus qu'il y a un sens d'autonomie qui est très motivant pour les juristes. C'est donc le chef de file qui gère et coordonne le travail des juristes et qui juge de l'opportunité ici et là d'impliquer le directeur général ou un de ses assistants pour les affaires plus sensibles ou plus délicates. La collaboration entre équipes est une affaire de tous les jours. En général, ça fonctionne de manière très fluide. Elle est favorisée par le système de rotation. Donc, tous les quelques années, on change d'équipe pour qu'on ne reste pas figé dans des théories juridiques. Les juristes commencent parfois à être un peu, comment on dit ça, possessifs de certaines idées si on ne les fait pas bouger. Et il y a aussi la participation par les juristes dans les affaires juridiques, dans les affaires juridictionnelles, je voudrais dire, des autres équipes. Par exemple, pour une raison de langue. Si une affaire en langue grecque arrive dans l'équipe qui s'occupe des affaires sociales, par exemple, et il n'y a pas un juriste grec dans l'équipe, le chef de file, ou plus souvent l'agent de fond, va aller chercher dans les autres équipes pour trouver un collègue pour être son co-agent. Et tout cela fait qu'il y a beaucoup de co-travail et de connaissances de travail des différentes équipes aussi au sein des autres. Il y a aussi, pour favoriser cet esprit d'unicité et de collaboration, la réunion de lundi, qui, comme le nom suggère, a lieu tous les lundis matins, et la réunion au niveau des directeurs généraux et les directeurs du service, qui a comme fonction principale de préparer la réunion du collège, la commission qui a lieu tous les mercredis. Et évidemment, le souci principal du directeur général est de savoir quels sont les points juridiques toujours en suspens sur lesquels il va devoir prendre position. Mais évidemment, les chefs de file évoquent aussi d'autres questions qui vont arriver, sur lesquelles leur équipe est perplexe à ce moment-là. Et il y a même un système qui permet à un juriste normal du service de mettre un point à l'ordre du jour d'une réunion de lundi. Ça s'appelle les notes bleues. J'espère, Daniel, que ça existe toujours. Ça a toujours existé de mon temps. Et ça s'appelle notes bleues parce que dans le temps, on écrivait les notes sur papier de couleurs différentes. Et maintenant, c'est blanc, mais il est écrit note bleue en tête de la note. Et dans cette note, le juriste évoque un nouveau problème, un vrai nouveau problème, auquel il ne trouve pas, et au sein de son équipe, on ne trouve pas la solution. Et on a la sensation que c'est quelque chose qui a des implications plus larges. Voilà. Et donc, c'est soumis pendant, disons, 2 semaines à la consultation générale. Tout juriste qui veut participer peut écrire, ça devient de plus en plus rare parce que personne n'a le temps, mais enfin, qui écrit une contre-note. Et puis, c'est mis à l'ordre du jour d'une réunion de lundi où c'est discuté, débattu, et le juriste qui est présent profite de l'avis des chefs de file. Donc, par ces différents mécanismes, évidemment le fait qu'il y a un PV de cette réunion de lundi, et par le fait que les chefs de file, évidemment, répercutent tout ce qui a été discuté, en tout cas les points principaux, lors des réunions hebdomadaires de chaque équipe, il y a une sorte d'éparpillement des connaissances générales de ce qui se passe aussi dans les autres équipes. Alors, je pourrais parler des consultations, mais bon, vous savez ce que c'est qu'une consultation juridique et les discussions, etc. Bon, c'est les affaires devant la Cour de justice, je crois, qui fournissent le travail le plus apprécié des juristes.
mais qui crée évidemment un certain niveau de stress. Ce niveau de stress est variable, évidemment, selon le type d'affaire. C'est une chose de participer à une belle discussion générale et abstraite sur une nouvelle question qui est présentée par une affaire préjudicielle. C'est autre chose de devoir défendre tout ce que ton institution a fait dans un domaine donné. Mais en tout état de cause, le fait de devoir prendre la parole, se mettre debout devant les juges, trouver des réponses aux questions parfois un peu surprenantes, voilà, c'est tout un défi. Et en même temps, ça donne beaucoup de satisfaction individuelle et ça crée, je répète, un certain stress. Alors, il y a un minimum de 2 juristes par affaire. On a décidé il y a un certain nombre d'années. Ce n'était pas comme ça que moi, j'étais jeune juriste, je m'amusais beaucoup, et Daniel aussi, je suis sûre, étant seul agent et pouvant dire à peu près ce que je voulais à la cour, à la condition évidemment d'avoir l'aval de la DG cliente. Mais bon, on a beaucoup discipliné les choses depuis lors, et maintenant, il y a un minimum de deux agents par affaire. Souvent, comme je l'ai déjà dit, il s'agit de l'agent responsable quant au fond et un agent linguistique. Parfois, vous avez plusieurs agents parce qu'il y a plusieurs équipes qui sont concernées par les matières à discuter. Évidemment, ce genre de collaboration, cette participation ensemble dans la préparation d'une affaire, crée aussi un esprit de corps qui est très, très souhaitable et qui augmente la sensibilité des juristes dans une équipe pour les préoccupations de ceux d'une autre. Évidemment, ça tend aussi à créer la sensation d'appartenir à une structure plus grande que de son propre équipe et à la collégialité que, je suis heureuse de dire, caractérise le service et a toujours fait pour moi le grand plaisir d'y travailler. Merci. Merci beaucoup, chère madame, d'abord pour avoir respecté parfaitement le temps, et le maître des horloges que je suis est très sensible, mais aussi pour tout ce que vous nous avez fait vivre de l'intérieur du service juridique. Nous étions dans les coulisses, y compris dans une dimension psychologique. Et il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. C'est ce mot de collégialité, parce que au Conseil d'État, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement fort chez nous et dans toutes nos missions, qu'elles soient consultatives ou contentieuses. Et puis, ce que vous avez décrit aussi du stress ou de l'anxiété qu'il y a à défendre devant la Cour, non pas intervenir dans le cadre d'une question préjudicielle, mais défendre une politique à laquelle on a, enfin une mesure à laquelle on a été associé, parce que ça m'a fait penser, je parle sous l'autorité du président de la section du contentieux, mais à ce que devaient prouver nos directions d'affaires juridiques intervenant dans le cadre notamment des référés, vous savez, des procédures d'urgence pendant le Covid. Je crois que c'était la même chose. Je vais maintenant me tourner donc vers l'ambassadeur Sellal, ambassadeur de France, et donc très immergé dans le monde de l'Union européenne, même de la communauté, je pense avant elle, pour lui demander effectivement de changer de point de vue et de nous présenter donc le point de vue du législateur qu'il connaît fort bien. Merci, Madame la Présidente. C'est un grand privilège que de s'exprimer devant vous et de le faire d'un point de vue très modeste d'usager, d'interlocuteur du service juridique de la Commission et de praticien de la négociation européenne. Le titre de votre colloque, un juriste au cœur du système européen, souligne en réalité une vérité très profonde. Le système européen est avant tout une machine à produire du droit. Et je pense qu'avant d'être une union politique un jour, et au-delà d'être une union économique et monétaire, l'Union européenne est avant tout une union de régulation.
nous produisons au quotidien du droit, et c'est le principal actif du système européen que cette capacité à produire du droit. Dans des conditions complexes, on a évoqué tout à l'heure, le vice-président l'a fait, les questions d'articulation entre le système juridique européen et le droit national. J'étais intéressé d'ailleurs par l'annonce qu'il a faite d'une réflexion engagée sur la manière d'appréhender cette articulation du point de vue de la souveraineté. C'est un très beau sujet et j'attends avec impatience le produit de vos réflexions à cet égard. Mais encore une fois, en tant que praticien des affaires européennes pendant une quarantaine d'années, je ne peux que confirmer à quel point, dans l'activité de négociateur et en réalité dans cette activité de légiste, qui est celui du représentant permanent et du négociateur européen, le droit est prégnant à tout instant. Et c'est peut-être cette prégnance qui explique un adjectif, un épithète que je ne trouve plus sur l'écran, mais qui figurait dans notre document, à savoir un juriste méconnu au cœur du système européen. L'explication est sûrement celle-là. Le droit est tellement prégnant, tellement diffus dans l'ensemble du système européen que le service juridique de la Commission n'est pas forcément identifié comme l'élément central de cette production juridique, et sans doute à tort. C'est pour cela que je crois qu'il est important d'essayer de mieux appréhender ce qui fait la spécificité du rôle du service juridique dans le système institutionnel, et en particulier à la Commission, comme vous l'avez fait, Madame, et comme mon ami Daniel, certainement, le prolongera tout à l'heure. Autre réflexion à partir de votre titre, l'article indéfini « un juriste » au cœur du système européen. Et la première expérience que l'on fait à Bruxelles, lorsque on participe à une négociation européenne, lorsqu'on rentre pour la première fois dans la salle du Conseil, dans le groupe du Conseil, au Coreper ou au Conseil, c'est que si le droit de l'Union est évidemment unique, les servants de cette religion sont au moins une trinité. Il y a un service juridique par institution, il y a en plus des juristes dans chacune des représentations permanentes, et j'ai le plaisir de reconnaître au moins 3, peut-être 4 anciens conseillers juridiques de la représentation permanente dans cette salle. Permettez-moi de dire une parenthèse, Martine. Vous avez rappelé tout à l'heure que le service juridique est né pratiquement avec la CECA. Le premier représentant permanent de la France avait un seul collaborateur, qui était un conseiller juridique. Mais, rassurez-vous, très vite est arrivé un conseiller budgétaire. Donc, et je n'évoque pas, évidemment, le rôle des juridictions européennes, cher Jean-Claude, et les services juridiques qui existent dans chacune des institutions ou des agences européennes. Je crois dès lors, et encore une fois, c'est mon expérience d'interlocuteur et de praticien du système, le rôle du service juridique de la Commission est indissociable de cette réalité, à savoir que le service juridique de la Commission, certes, il dit, il interprète, il applique le droit de l'Union, mais, si vous me le permettez, Madame et Daniel, il le fait presque toujours avec la vocation de soutenir la position, le statut, le rôle institutionnel, pour ne pas dire les prérogatives de la Commission. Naturellement, tout cela dans le respect le plus scrupuleux du traité. Et donc, dans ma pratique des relations en tant que représentant permanent de la France avec le service juridique de la Commission, je distinguerai plusieurs avatars, plusieurs rôles. Celui le plus fondamental, naturellement, qui a été exposé excellemment, de gardien du traité, de responsable du respect du droit, à la fois par la Commission elle-même et par les États membres. Le rôle de partenaire de négociation, le rôle d'adversaire aussi des négociations pour le Conseil ou la France au sein du Conseil, l'interlocuteur dans les dossiers bilatéraux, et puis, dans ma responsabilité passée d'ambassadeur de France, le service juridique en tant que terre de mission pour développer l'influence française dans le système européen. Le rôle de gardien des traités, le rôle de premier responsable du respect des dernières années, le droit est un terrain d'influence,
au plan européen comme au plan international. Et il faut être présent sur ce théâtre par l'invention de concepts, par la présence des personnes. On est influent par le droit. Et ensuite, parce que le service juridique a un rôle essentiel à cet égard. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours attaché beaucoup d'importance non seulement à la présence des concepts du droit français dans le système, mais à la présence de juristes français. C'est quelque chose qui est devenu plus difficile au fil des années, tout simplement parce que dans le fonctionnement du système européen, il est plus difficile aujourd'hui de détacher les fonctionnaires nationaux dans le système européen, et aussi parce que, pour dire les choses avec franchise, cette place particulière de la France au service juridique, historiquement, a donné lieu à des contestations et à des résistances, et je ne peux pas résister à la liberté d'évoquer une relation particulièrement difficile que j'avais eue avec un secrétaire général de la Commission, que les fonctionnaires de la Commission reconnaîtront, mais que je ne citerai pas. Il est toujours en fonction quelque part, mais pas à Bruxelles. Il m'avait dit « Ah, je suis déterminé à éradiquer jusqu'à la trace de l'influence française au sein du service juridique de la Commission ». J'ai le plaisir de vous confirmer qu'il n'y est pas parvenu. Et je suis certain que mon ami Daniel le confirmera. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour cette parfaite description des différents terrains de rencontre, si j'ose dire, entre le Conseil et le service juridique de la Commission, nourri, bien entendu, de votre si riche expérience en la matière. Je vais donner la parole maintenant, sans plus tarder, à Monsieur le juge Bonichot, donc, qui, lui, va nous apporter le regard de la Cour de justice. Merci Martine. Alors justement, pas le regard de la Cour de justice, le point de vue très personnel, très subjectif d'un juge. Bon, on a toujours l'habitude sur la formule consacrée de dire qu'on parle en son nom propre et non pas au nom de l'institution. Mais ici, et d'ailleurs j'oublie toujours de le dire, mais ici, je le dis parce que le point de vue que je vais vous donner est véritablement un point de vue assez subjectif, très personnel, peut-être trop, vous le verrez. Parce que, en réalité, je crois que chacun d'entre nous voit les choses un peu à sa manière et aussi en fonction de son background personnel, du lieu d'où il vient, de son pays, de ses habitudes, de ses mœurs, et je vais vous l'expliquer un petit peu. Alors, juste avant de commencer, quand même, deux choses. Une chose qui a été dite tout à l'heure par Madame la présidente de Bois d'Effre, tu as évoqué la CECA. Il faut relire, de temps à autre, d'abord il n'est pas très long, le traité CECA. Parce que finalement, tout ce qui s'est développé après, tous les piliers, toutes les grandes lignes étaient dedans, et dans le fond, c'est resté sur ce modèle, ce rail que le reste s'est développé. Et en particulier les dispositions institutionnelles et en particulier les dispositions qui concernent la Cour de justice de l'Union européenne. Si la deuxième chose que je voulais dire, c'est vrai que la Cour de justice a commencé en 1952. Les membres, à l'époque, sauf l'avocat général français qui a prêté serment plus tard, ont prêté serment le 10 décembre dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville de Luxembourg. Voilà. Les relations du service juridique de la Commission et de la Cour sont placées pour moi sous le signe d'un double paradoxe. Vu de la Cour, ça, je pense qu'on peut le dire sans crainte, le service juridique de la Commission est un ami de la Cour, une sorte d'interlocuteur privilégié qui joue devant la Cour un rôle particulier, qui est celui qui vient tout de suite à l'esprit, qui frappe tout de suite, qui est l'amicus curiae dans les questions préjudicielles. Mais d'un autre côté, la Commission est une partie. Si on prend l'institution Cour de justice dans son ensemble, la Cour et le tribunal, elle est une partie, elle est dans les recours en manquement, dont vient de parler Pierre Sellal, dans lesquels elle s'attaque aux États membres. C'est quand même un combat, c'est quand même une agression vis-à-vis des États membres.
Elle l'est quand elle demande l'annulation des actes des autres institutions, ça arrive parfois. Elle est aussi beaucoup comme défendeur dans les recours qui sont introduits contre elle, en particulier les recours en annulation, en responsabilité, en carence, qui vont devant le tribunal. D'ailleurs, c'est une première chose. Moi, je vais vous donner le point de vue d'un juge de la Cour de justice. Je crois que mon collègue Stéphane Gervasoni vous dirait peut-être les choses de manière différente, vous verrez les choses de manière différente, vues depuis le tribunal, et les agents de la commission sont évidemment les mieux placés pour voir les différences entre les deux. Alors, il ne faut pas non plus oublier que la commission défend dans les litiges de fonction publique, pour lesquels on avait même créé le tribunal de la fonction publique, qui a été supprimé quand on a doublé le nombre de membres du tribunal de l'Union européenne. Alors le second paradoxe, et là je vais aborder un point de vue assez subjectif et qui va peut-être encore plus subjectif, si je peux dire, il va peut-être vous étonner, c'est que si on voit la commission toutes les semaines, si on connaît bien ses agents qui viennent plaider leur cours, avec leurs habitudes, leur style personnel, même si on s'attend un peu à la manière dont ils vont présenter les choses et au dialogue qui va se nouer entre nous, finalement, on ne la connaît pas si bien que ça, la commission, et on ne connaît pas si bien que ça son service juridique, et la proximité qui est bien connue ici, dans cette maison, au Conseil d'État, de l'administration et de son juge, ne se retrouve pas dans les rapports de la Cour et de la Commission. Il en résulte une ambiance, un esprit, des rapports qui, en tout cas, comme moi je le ressens, après avoir passé plus de 20 ans à la Cour, sont très différents de ceux auxquels nous sommes habitués ici comme membres du Conseil d'État. Il y a un phénomène de bulle, j'en parlais cette semaine avec d'autres personnes à Luxembourg. À Luxembourg, il y a la bulle européenne avec un quartier où on a la Banque européenne d'investissement, la Cour des comptes, maintenant le parquet européen, tout ça dans un tout petit espace, assez coupé finalement de la vie de la ville. Et puis il y a les bulles à l'intérieur des bulles, c'est-à-dire que ces différentes institutions, on est l'un à côté de l'autre, on ne se connaît pas tellement. Voilà, et c'est un peu dommage, et on ferait bien peut-être de mettre en marche des mécanismes qui nous permettent de nous connaître un peu mieux. Alors on doit à la vérité de dire qu'on attend beaucoup du service juridique de la Commission, si bien qu'il nous arrive de temps à autre d'être déçus. Ça tient au fait que la Commission intervient dans toutes les questions préjudicielles, et il ne faut pas l'oublier, ces questions préjudicielles représentent aujourd'hui pour la Cour de justice, entre les 2/3 et les 3/4 des affaires qui viennent devant la Cour. Le service juridique de la Commission apparaît donc avant tout, et sans doute que ça fausse un peu la perspective, comme l'amicus curiae, le fameux gardien des traités, à l'intérieur de la gardienne des traités, et donc le gardien des colonnes du temple. Alors qu'est-ce qu'on attend du service juridique de la Commission? À peu près tout. Le pourquoi du comment de la législation, de son origine, des buts recherchés, comment se sont faites les décisions, les explications techniques. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, les questions techniques qui sont de plus en plus techniques, qui sont de plus en plus difficiles, qui sont de plus en plus indispensables. Je prends quelques exemples, que ce soit en matière de télécommunications, que ce soit en matière d'informatique. J'ai eu le privilège, à un moment dont j'ai réussi à me débarrasser, fort heureusement, j'ai d'ailleurs été assez habile en négociation avec le président de la Cour, j'étais quasiment le seul qui faisait les problèmes de quotas de gaz à effet de serre. Voilà, le directeur général du service juridique comprendra tout de suite, et les autres aussi, de quoi il s'agit. Bon, domaine extraordinairement technique, législation faite par des experts, des ingénieurs qui se comprennent entre eux, et nous, il y a des choses qu'on ne comprend absolument pas. Vers qui se tourne-t-on? Dans ces cas-là, évidemment, on bombarde les parties de questions, mais on se tourne vers la Commission. Et parfois, là aussi, la pauvre Commission ne peut pas non plus, n'est pas en mesure de nous donner toutes les explications qu'il nous faudrait. D'où cette idée de déception. On attend beaucoup, on attend sans doute trop d'elle. Puis on attend aussi de la Commission une cohérence. Alors bien sûr, le service juridique de la Commission a sa propre cohérence, et ça aussi, c'est un aspect qui mériterait
peut-être d'être un peu creusé. La position qu'il défend dans une affaire est très souvent la même qu'il défend dans une autre. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant. On peut avoir le service juridique qui intervient dans une question préjudicielle, et à côté de ça, il a à peu près la même question dans un manquement qu'il mène contre un État membre. Bon, en général, la position défendue est quand même la même. Alors, la Commission est aussi beaucoup partie au litige devant la Cour, et donc la position, là, change du tout au tout devant le tribunal. La Commission est toujours partie. Alors, ça ne sera peut-être plus le cas si débouche la proposition qui a été faite par la Cour de transférer certaines questions préjudicielles au tribunal, ce qui s'est fait un petit peu rapidement, vu que la Cour a tendance à courir un peu parfois après l'événement. Alors, quel jugement porter sur le travail de la Commission vu de mon point de vue, vu de la Cour, en tout cas comme je le vois? Alors, il est incontestable que le niveau du service juridique de la Commission est très bon. Le service juridique est incontestablement, et ça je le dis très sincèrement, un véritable professionnel du droit de l'Union. Ces agents sont rompus à la pratique du droit de l'Union. Ces agents aussi sont rompus, et ça n'est pas quelque chose qui est si simple, à s'adresser à la plaidoirie devant la Cour de justice. Ils savent comment s'adresser à la Cour, ils connaissent parfaitement sa jurisprudence, ils connaissent aussi les membres de la Cour, leurs réactions, leur poids aussi. Ils savent qu'ils seront les principaux destinataires, dès le départ, des questions qui sont posées à la fin des plaidoiries. Parce que ça, c'est une caractéristique de la Cour, et encore plus au tribunal, à la fin des plaidoiries, on se tourne vers les questions. Alors là, c'est l'imprévisible, l'inattendu. Et si on faisait sur 2 ou 3 ans une statistique des questions posées, je suis persuadé qu'on verrait que plus de la moitié des questions, et sans doute peut-être les 2/3, on se tourne vers l'agent de la Commission. Et bien sûr, ils savent aussi que les échanges sont parfois assez vifs. Et de ce point de vue-là, les agents de la Commission ne sont pas, comme pas mal d'agents des États membres, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, ne sont pas du tout dans la même position que les avocats. Parce que tant les agents, et je vois Tanguy Stellin là en face de moi, tant les agents des gouvernements des États membres que les agents de la Commission sont ceux qui sont les interlocuteurs habituels de la Cour. Ils ont l'habitude de la Cour. L'avocat, il va venir, sauf certains qui viennent un petit peu plus, mais en règle générale, dans sa carrière, viendra une fois, peut-être 2, devant la Cour de justice. Donc ça change complètement la physionomie. Alors, comme il est tout à fait normal, les prestations tant écrites qu'orales peuvent être inégales. Alors, c'est en particulier le cas pour les recours en manquement. Et là, il y a une interrogation. Est-ce que ça tient à l'intervention, enfin au rapport du service juridique de la Commission avec les directions générales? Ça je ne peux pas le dire. Alors, l'esprit dans lequel semble travailler, là encore, d'un point de vue assez subjectif, le service juridique de la Commission me semble assez différent de celui d'une administration française, sauf peut-être les collectivités locales, mais ça, c'est à voir. La Commission a bien sûr une stratégie contentieuse, mais l'impression que j'ai est qu'elle se comporte, d'un point de vue sociologique, un peu comme un cabinet d'avocats interne d'une entreprise, interne d'une organisation. Et ça frappe plus particulièrement dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine de la fonction publique, alors il est vrai que les agents de l'Union européenne, même s'ils ne sont pas très nombreux, ça doit être une 50aine de mille au total, à peu près, bon, le nombre d'agents de la ville de Paris. Quand on nous dit la technocratie bruxelloise est épouvantable, et ceci et cela, 50 000 personnes avec Luxembourg, avec tout le reste. Bon, même si donc les agents ne sont pas des gens absolument faciles dans leur relation avec leur administration, on a quand même l'impression que la Commission défend ses positions un peu comme une DRH le ferait, d'une entreprise le ferait vis-à-vis de ses agents. Le principe de sollicitude en particulier m'a jamais paru être le but majeur de la Commission dans ses rapports avec ses agents. Et de ce point de vue-là,
je crois que c'est assez différent de la position d'une administration française qui est peut-être un petit peu plus nuancée, un peu plus en retrait là-dessus. Il arrive même d'ailleurs à la Commission de prendre des avocats dans ces litiges avec les agences, ce qui évidemment est de nature à les décourager un petit peu parce qu'ils risquent d'avoir à payer des dépenses si jamais ils perdent très, très importants. Alors, quel est le but du service juridique? Comment voit-il sa fonction? Et là, Pierre Sellal a déjà abordé certaines questions importantes. Est-ce que le service juridique est là pour défendre des positions des directions générales? Est-ce qu'il est là pour défendre des positions politiques, toujours le point de vue de la Commission? Ou bien sa fonction est-elle de rechercher et de défendre l'intérêt général de l'Union européenne? Alors il est vrai qu'elle est censée être l'organe qui représente l'intérêt général de l'Union européenne. Mais là, il y a une question qu'on pourrait qualifier d'ontologique qui va très loin et qui mériterait sans doute qu'on s'y attarde plus. Alors, je vous avais dit au début que je trouvais qu'on ne connaissait pas très bien la Commission, et pour la connaître mieux, il faudrait sans doute dépasser les relations assez formelles qui sont celles aujourd'hui du juge et de la Commission et de son service juridique. Et là, il y a différentes choses qui, pour moi, sont toujours un peu un sujet d'interrogation. Et peut-être que M. Calieray Crespo pourra y répondre. Quels sont les rapports exacts du service juridique avec les directions générales et leurs très puissants directeurs? Quels sont les rapports avec le collège des commissaires? Quelle est la part du politique là-dedans? Comment est assurée la coordination à l'intérieur de la Commission, dont on dénonce très souvent le fonctionnement en silo? Alors, je vous donnerai cet exemple. Je ne vais pas vous donner d'exemple précis maintenant, parce que ce n'est pas le lieu, mais il m'est assez souvent arrivé de me demander, dans des recours en manquement, pourquoi on avait fait ce recours à ce moment-là. Je veux dire que on voit un recours en manquement où la Commission a sans doute eu raison de l'introduire. Elle a sans doute raison sur le fond, mais du point de vue politique général, du point de vue de la situation dans l'État concerné, ce n'était pas vraiment opportun. Alors, le meilleur terme serait le terme anglais, ill time. Ce n'était pas le moment. 6 mois après, 1 an avant, c'était mieux. Et là, je me demande toujours quelle est la part du politique là-dedans. Alors, bien sûr, ça peut surprendre qu'un juge de la Cour vous dise ça au bout de 17 ans de présence à la Cour, mais c'est malheureusement la réalité. Alors chacun d'entre nous, et c'est là qu'on retrouve l'élément subjectif, chacun d'entre nous a bien sûr ses informations. Moi, je sais que j'ai beaucoup parlé du service juridique avec Jean-Louis Devost, bien sûr. Un membre actuel de la Cour a été membre du cabinet d'un commissaire. Il y a des membres, actuellement pas mal de membres du tribunal, qui ont été fonctionnaires de la Commission et de son service juridique. J'en ai relevé une dizaine. L'actuel président du tribunal a été administrateur à la DG Concurrence et membre du service juridique. L'ancien directeur général Concurrence est membre du tribunal. Le nouveau greffier du tribunal était chef d'unité à la DG, et d'ailleurs il avait été référendaire avec nous, parce qu'on était, voilà, quand j'étais référendaire, M. Calieray Crespo venait plaider comme agent de la Commission, donc on se connaît depuis longtemps, même si on ne se voit pas beaucoup. Donc tout ça joue un rôle. J'ai eu le plaisir de travailler avec 2 anciens directeurs adjoints à la Cour, avec 2 anciens directeurs adjoints de Jean-Louis Devost, Alan Rosas, l'ancien juge finlandais, et Christian Timmermans, l'ancien juge néerlandais. Bon, je peux confesser qu'évidemment, l'apport de personnages comme ceux-là, en particulier dans certains domaines, politique extérieure de l'Union, les questions qu'abordait à l'instant Pierre Sellal, bon, ben, c'est vraiment très important. Encore faut-il tenir compte, bien sûr, des allers-retours entre la Cour et la Commission, des référendaires, qui jouent un rôle très important à la Cour de justice. Globalement, ils sont aujourd'hui autour de 300. Il faut avoir conscience de ça. Alors, cela dit, il ne faut pas méconnaître l'incidence de l'éloignement de la Cour des autres institutions dont je vous ai parlé. Il faudrait, je terminais d'1 minute là-dessus, s'interroger sur cet éloignement. D'abord, moi, je trouve que la Cour devrait avoir un contact plus régulier
avec le service juridique de la Commission, qui est, qu'on le veuille ou non, son interlocuteur privilégié, par tout simplement une rencontre régulière. Ça peut se faire, à mon sens, en tout bien, tout honneur, sans parler des affaires en cours, mais en évoquant des sujets d'intérêt commun. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait cette envie. Je ne suis pas sûr que tous mes collègues aient envie de rompre cette espèce de superbe isolement qu'est la Cour de justice. Et quand je dis ça, c'est ni une remarque ironique, ni un reproche. Mais autant pour moi, des rencontres de ce type, ou comment dirais-je, un rapport un peu particulier avec son interlocuteur privilégié ne me choque pas du tout et m'apparaît plutôt bien, autant certains de mes collègues trouveront que le juge n'a pas à faire ça et doit rester éloigné à équidistance des parties. Ça se discute, et comme toujours, toute question qui est simple dans le milieu national devient épouvantablement compliquée dès qu'on passe au niveau international. Alors bien sûr, le service juridique de la Commission participe aux réunions régulières des agents des États membres avec la Cour, réunions régulières, dont on pourra parler si vous le voulez après. Mais bon, c'est un aspect seulement. Par ailleurs, moi, je trouve qu'il est un peu dommage, j'avais fait la proposition à différentes reprises, je trouve que la Cour devrait, dans son rapport annuel, appeler l'attention des institutions, et en particulier de la Commission, sur des réformes nécessaires. Alors, sans prendre parti sur des politiques, mais tout simplement parce qu'au cours des affaires, on voit des morceaux de législation mal faits, des sujets à contentieux, des sujets à difficultés, parfois parfaitement inutiles, qui pourraient être rectifiés, et encore faut-il pour cela appeler un peu l'attention. Je vous donne un exemple dont parlait légistique. Moi, j'ai remarqué que les agences de l'Union européenne, qui doivent être au nombre maintenant d'entre 30 et 40, j'ai fini, eh bien, sont fabriqués, conçus de manière avec des différences assez sensibles, sans que ce soit toujours justifié. Je pense en particulier au mécanisme de recours interne aux agences. Et ça crée des difficultés, et ce serait intéressant de savoir et de discuter de ça. Ne faudrait-il pas harmoniser un peu les choses comme nous on le fait pour les établissements publics? Alors, dernière réflexion, et je termine là-dessus, quelle est la meilleure organisation de la fonction juridique dans une institution comme la Commission? Alors là, il y a des débats récurrents, comme toujours, sur le meilleur système possible. Faut-il confier la mission juridique à un service pour toute l'institution? Je touche là des questions chaudes. Ou faut-il que chaque direction générale ait son service rompu aux questions particulières qu'elle a à traiter, qu'elle est supposée bien connaître et qu'elle est supposée, bien sûr, connaître mieux que tout le monde? Même question qui se pose de temps en temps en France. Alors, pour ma part, avec le service juridique, la direction affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, dont il faut rappeler qu'elle a le monopole de la représentation de l'État devant l'ensemble des juridictions internationales et donc la Cour. Alors, pour ma part, j'ai aucun doute que le système actuel est le bon pour la Commission comme pour la France. Il est le seul à même de garantir la compétence, la bonne pratique devant la Cour de justice. Le droit de l'Union nécessite une vision globale et non pas une vision par morceaux. Une vue horizontale est impérativement nécessaire pour dépasser les clivages des matières, et une connaissance approfondie de la législation comme de la jurisprudence et de ceux qui la font s'impose, et ça ne peut exister que par une pratique quotidienne. L'unicité de la fonction juridique est, à mon sens, la garante de tout cela, et ce serait, à mon avis, une erreur fatale de changer le système. Voilà, j'ai terminé, Madame la Présidente. Si Monsieur le Directeur Général l'autorise, je voudrais peut-être prendre une question, si on a une. On a quelques minutes avant... Oui, il y en a une. Je ne prends que celle-là, pour ensuite vous donner la parole, Monsieur le Directeur Général. Monsieur, merci, vous présentez? Oui, Patrick Lasserre, je suis administrateur du grade transitoire, comme on dit. En fait, on ne sait pas vers quoi on transite, mais on transite. Je voulais poser trois questions. La
La première question, c'est comment fait-on une coordination juridique? Parce que le vice-président du Conseil d'État a parlé du rôle du secrétaire général du gouvernement en France. Comment fait-on une coordination à 27? Peut-être un jour à 40 ou à 41 si Israël adhère à l'Union européenne? C'est la première question. Comment fait-on comment intervient la direction générale juridique dans le trilogue qui a lieu actuellement en fait, au sujet de l'intelligence artificielle? Et la troisième question, c'est est-ce que la solution pour le président Bonichot, ça ne serait pas que le Conseil d'État serve d'exemple aussi à la Cour de justice en ayant des attributions consultatives à côté des attributions contentieuses? Merci. Merci pour l'ampleur des questions. Je suggère, Monsieur le Directeur Général, que vous nous rejoigniez, que vous répondiez aux deux premières. La troisième me semble d'une ampleur telle, cher monsieur, que je ne suis pas sûre que nous ayons les unes et les autres vraiment compétences pour y répondre, mais vous ouvrez des perspectives, nous verrons. Et si vous avez bien noté les deux premières questions, Monsieur le Directeur Général, je pense que dans votre conclusion, vous pourrez y répondre. Je vous prie donc de nous rejoindre. Madame la Présidente, Monsieur le juge, Monsieur l'ambassadeur, Madame la directrice générale adjointe du service juridique, chère Karen, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est un grand honneur en tant que directeur général du service juridique de participer aujourd'hui au Conseil d'État dans cette salle impressionnante, dans cette salle de l'Assemblée générale pour cet événement très important et je dirais aussi très émouvant pour le service juridique de la Commission européenne. Et permettez-moi d'exprimer toute ma reconnaissance ainsi que mes remerciements les plus sincères à votre institution, à son vice-président, à tous les membres, et j'aimerais aussi particulièrement remercier aux intervenants dans cette journée importante, dans ce panel, parce qu'ils ont contribué, à travers des perspectives différentes, à éclairer, à apporter un éclairage sur le rôle, sur les fonctions, sur la nature intéressante du service juridique de la Commission dans l'architecture institutionnelle de l'Union. Il n'est pas habituel qu'une institution comme le Conseil d'État organise une journée consacrée au service juridique de la Commission. Ceci étant, je pense qu'il y a quelques motifs, quelques raisons que j'aimerais souligner. Tout d'abord, le service juridique fête son 70e anniversaire. À Bruxelles, on dirait son 70e anniversaire. Et ces trois juristes qui ont démarré les fonctions au service de la haute autorité, ces cas sont aujourd'hui 300 collègues de 27 nationalités différentes qui assument les fonctions de conseil juridique ainsi que de représentation et de défense de la Commission dans le cadre du contentieux de l'Union, aussi dans le cadre des juridictions internationales comme l'OMC, la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi la qualité et la cohérence de la réglementation européenne. Deuxièmement, à cette occasion, nous fêtons aussi la publication en langue française de notre livre. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'exemplaires pour récompenser la patience de l'audience qui a suivi ces colloques. Ce sont des livres en langue française gratuitement mis à la disposition de tout le monde. Vous pouvez aussi les télécharger ou les décharger, download, dans la page web de la Commission, l'Office de publication. Et cet ouvrage collectif du service juridique, le premier ouvrage collectif du service juridique, sera publié dans les 24 langues officielles de l'Union. Mais la version française vient de sortir et donc aujourd'hui, on a l'occasion de la présenter aussi à tous les collègues. Je voudrais noter aussi que la langue de travail du service juridique est le français. Il demeure le français, malgré ces épisodes cités par notre ambassadeur, notre cher ami Pierre Sellal, qui n'ont pas eu de succès. Donc la langue de travail du service juridique, c'est le français. Nos réunions sont en français. La grande réunion de coordination des juristes, des chefs de file, qui a lieu tous les lundis,
est appelée la Grande Messe, parce que les chefs de file, il y a le directeur général qui prêche la liturgie du droit de l'Union, et les discussions autour de cette Grande Messe se font dans la langue de Molière. Je pense que Molière avait aussi un rôle intéressant dans ces bâtiments, à un certain moment. Mais ce n'est pas seulement le 70e anniversaire. Cette année 2023, nous faisons aussi le 30e anniversaire du marché intérieur, le 30e anniversaire du traité de Maastricht, qui a consacré l'Union européenne. Et je voudrais aussi citer le 60e anniversaire de l'arrêt Wangen-Los, qui, à travers la doctrine de l'effet direct, a eu un impact énorme dans les droits de l'Union et aussi un impact énorme pour les citoyens européens. La France et le Conseil d'État ont eu des liens privilégiés avec les services de la Commission tout au long de son histoire. Comme il a été rappelé par Martine de Bois-de-Fray, depuis l'origine, avec Michel Godet, son premier directeur général, à la tête de cette petite équipe de 2 juristes, les droits étaient dès le début à l'origine. Et je voudrais aussi rendre un hommage très personnel à Jean-Louis Devost, qui est un directeur général qui a marqué notre service, et sa mémoire reste toujours présente puisqu'il a joué un rôle clé dans notre service. Et je sais que dans cette maison, vous l'avez rappelé, la commémoration de son hommage, de son histoire, de sa trajectoire, reste pour nous très important. Je voudrais aussi signaler l'importance de certains directeurs généraux français, parce qu'avec Michel Godet, Jean-Louis Devost, on a eu 2 autres, Michel Petit et Claire Durand. Je suis le 9e directeur général du service juridique. 4 Français sur 9, c'est quand même presque 50%, c'est pas mal. Les 2 directeurs généraux, les 2 derniers directeurs généraux sont des Espagnols. Mon prédécesseur était aussi espagnol, mais francophone quand même. Et je voudrais donc souligner l'importance que le droit continental, que le droit de la France a eu dans notre structure, dans nos règles, par rapport à d'autres systèmes juridiques, il faut le souligner. Je voudrais aussi penser à tous les membres du Conseil d'État qui ont travaillé ou travaillent au service juridique de la Commission dans d'autres directions générales. Et je voudrais ne pas oublier le service juridique du Conseil, nos coussins, comme on le rappelle dans le jargon communautaire. Et je salue la présence de Jean-Baptiste Languelot ici. Et il y a aussi un service juridique au Parlement européen. Ils sont plus jeunes, ils n'ont pas les 70 ans, mais ils vont les fêter et je suis sûr qu'il y aura l'occasion aussi de faire l'échange de juristes entre les administrations nationales, les services juridiques des États membres, les conseils d'État, les institutions est fondamental. Et cette osmosis doit se poursuivre dans l'intérêt du droit de l'Union et du droit des États membres. Je voudrais aussi rappeler l'excellente coordination que nous avons avec les juristes des États membres. Je salue aussi la présence de notre collègue Tanguy et comment, dans certains dossiers très importants, récents, la collaboration, les contacts, la coordination a joué un rôle clé lorsque nous exprimons nos positions devant la Cour de justice. Ces liens, ces échanges et bien sûr les colloques de ce matin vont permettre, je l'espère, que cet inconnu au cœur du système européen puisse être plus connu, mieux connu, et je suis heureux de pouvoir contribuer. Alors, je voudrais vous parler de 2 choses. Le rôle du service juridique, beaucoup a déjà été dit, peut-être quelques éléments de ressemblance et de différence avec le Conseil d'État, mais aussi je voudrais parler du droit de l'Union et quelques mots aussi sur notre livre, puisque lorsque vous aurez l'occasion de lire ce livre, vous verrez qu'il s'articule autour de 2 grands sujets. Le droit de l'Union, d'une part, et les citoyens, de l'autre part. Le droit de l'Union, une union
au service des citoyens. Alors, pour commencer avec l'Union, il y a eu des questions sur quelle est la mission du service juridique. Comment est-ce qu'on explique quelle est la mission? À mon arrivée au service juridique en 2020, j'ai posé cette question aux juristes. Quelle est notre mission? Quel est notre rôle? Est-ce que nous sommes d'accord sur notre rôle? C'était une question existentielle. À ma grande surprise, ceci a déclenché un débat énorme, un débat extraordinaire qui s'est prolongé pendant 6 mois. Et il y avait 2 écoles. Et je voudrais remercier Jean-Claude Bonichot parce qu'il a mis sur la table cette question. Est-ce que le service juridique doit défendre les droits de l'Union? Fiat justitia et pereat mundus, donc nous défendons le droit à tout prix, ou est-ce que le service juridique doit défendre l'institution? Il y avait 2 écoles. Et finalement, la solution à ce débat nous a été donnée par la présidente de la Commission, parce que dans un discours qu'elle a fait, et lorsqu'elle parlait des droits de l'Union et du service juridique, elle a dit « Le service juridique défend la règle de droit et conseille à notre institution dans ce sens. » C'est-à-dire, nous défendons les droits de l'Union, nous sommes le seul service de la Commission qui a cette tâche. D'autres services travaillent dans des domaines sectoriels, mais la défense des droits de l'Union reste le point central de notre travail et nous conseillons à notre institution dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du respect du droit de l'Union. C'est un compromis entre les 2 écoles, ceci, mais je pense que c'est une question existentielle fondamentale. Les droits de l'Union est l'élément incontournable du projet européen. C'est le fil conducteur de tout ce que nous avons fait et de tout ce qui nous reste à faire. Et je voudrais citer les mots du premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein. Walter Hallstein disait « Peu d'organisations dans le monde reposent autant sur les droits de l'Union que la communauté. La communauté, l'Union, n'a pas d'infrastructure administrative dans les États membres. La communauté, l'Union, n'a pas de pouvoir direct de coercition ou de coercition. La communauté, l'Union, n'a pas de police. La communauté n'a pas d'armée. Son unique instrument, la seule arme, c'est le droit qu'elle fixe. Et ça doit être toujours au centre de notre réflexion. Depuis le traité CECA, nos institutions se fondent sur la règle de droit. Nos organisations et la communauté et l'Union défendent le rule of law et elles défendent surtout le multilatéralisme et le respect des droits dans les relations internationales. Et ceci est quelque chose de très important qui, comme il a été rappelé, figure dans le traité CECA, que nous citons dans le livre et qui a un élément prémonitoire. Et je vais citer le préambule du traité. Le préambule du traité CECA parle de la façon suivante. Résolu à substituer aux rivalités séculaires sur une fusion de nos intérêts essentiels. Fonder une communauté économique, les premières assises d'une communauté plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes et jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé. 1951, il y a 70 ans, tout était dans cette préambule et c'est prémonitoire de ce que l'Union européenne a fait en partant du charbon et de l'acier, en partant d'un projet de paix pour, par la suite, orienter à travers des institutions communes, à travers cette transfert de compétences pour exercer des politiques en commun aux institutions. C'est un projet qui n'avait jamais été fait, un projet fondé sur la paix
et un projet qui nous a permis d'avancer dans des domaines absolument inattendus. Et je voudrais à ce stade aussi rappeler, comme on le fait dans le livre, ce qui s'est passé le 13 juillet de l'année dernière. C'était une journée chaude et ensoleillée, et les collèges de commissaires, les 27 commissaires de l'Union, se sont rendus de Bruxelles à Luxembourg dans un bus pour tenir une réunion extraordinaire à l'hôtel de ville au Luxembourg. Et c'est là que tout avait commencé. La première réunion de la haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 70 ans auparavant, sous la présidence de Jean Monnet, avait eu sa première réunion. La Commission se réunissait là, 70 ans plus tard, et la présidente von der Leyen a rappelé qu'il y a 70 ans, l'objectif principal du traité de Paris était de préserver la paix en Europe, et pour ce faire, il fallait partir de l'énergie, le charbon et de l'acier, sous une seule autorité, comme il a été rappelé, pour éviter des conflits entre la France et l'Allemagne dans l'avenir. Ces trois éléments d'il y a 70 ans, la volonté de préserver la paix, les ressources énergétiques et l'état de droit, 70 ans plus tard, restaient sur la table. Préserver la paix en Europe, parce que nous avons une guerre à nos portes, relever les défis énergétiques et préserver l'état de droit. Vous voyez à quel point le traité CECA demeure d'actualité. Alors, je voudrais maintenant me référer au rôle du service juridique. Beaucoup a été dit, 300 juristes, 27 nationalités différentes, composées dans une structure très peu hiérarchique. Nous avons des équipes spécialisées, l'équipe concurrence, l'équipe aide d'État, l'équipe institutionnelle, des experts de droit qui occupent une place unique dans le cadre de la Commission. Pourquoi? Parce que c'est le seul service qui est à l'origine de la norme, dès qu'elle est conçue par une direction générale, jusqu'à la consultation et adoption par la Commission, par la suite sa transmission aux institutions, Conseil et Parlement, et lorsque la norme peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice. Dans tout ce parcours, dans tous ces iter législatifs et contentieux, il y a un juriste du service juridique de la Commission, puisque c'est le seul service qui a cette capacité. Et je réponds à la question qui avait été posée, comment est-ce qu'on assure la coordination? Le règlement de procédure de la Commission est très clair. Tout acte législatif, communication, décision, recommandation, directive qui doit être adopté par la Commission doit obligatoirement recevoir l'avis du service juridique de la Commission. C'est une règle qui s'applique de façon horizontale et qui permet de garantir le respect des droits de l'Union à tout moment. Il faut un avis du service juridique de la Commission pour que la décision puisse être adoptée. Et si le service juridique n'est pas d'accord, l'affaire monte en procédure orale au collège des commissaires. Donc, ceci nous permet de garantir le respect des droits à travers l'organisation interne de la Commission. Il y a aussi un élément très important, c'est le fait que le service juridique est un service présidentiel. Nous n'avons pas un commissaire. Nous dépendons directement de la présidente de la Commission. Et il a été posé la question, qui décide la poursuite des infractions? Lorsqu'un État membre viole les droits de l'Union, bien, le service juridique donne son accord ou non sur le projet de mise en demeure, sur l'avis motivé, mais la décision finale n'est pas une décision du service juridique, c'est une décision politique du collège des commissaires. Parce que conformément au traité, la Commission peut référer l'affaire devant la Cour de justice, et donc il résulte d'une appréciation politique sur base d'un avis juridique. Mais l'opportunité
de poursuivre. Et le moment de la poursuite est décidé par le collège des commissaires. Ce n'est pas décidé par les services juridiques. Les services juridiques se prononcent sur le fait de savoir si l'infraction ou non est fondée en droit. Et si nous avons un avis négatif, il est rare que l'affaire puisse se poursuivre. Je dirais, je ne connais pas de cas. Ceci étant, l'opportunité de la saisine de la Cour de justice ou de la poursuite de l'infraction relève du collège des commissaires. Il y a un élément très important qui renforce notre position, c'est le fait que le directeur général des services juridiques est le jurisconsulte du collège. C'est le seul directeur général, en dehors du secrétaire général, qui participe aux réunions du collège des commissaires. Et les services juridiques de la commission, son directeur général, on n'a pas de vote, mais on a la voix et on est interrogé régulièrement sur telle ou telle proposition. Est-ce qu'elle respecte, est-ce qu'elle a la base juridique, est-ce qu'il y a un risque de recours? Donc, le directeur général du service juridique participe aux réunions du collège des commissaires, ce qui nous place dans une position privilégiée. Il n'est pas le seul cas, on a regardé dans d'autres systèmes, mais je pense que la position des conseils juridiques, représentation exclusive dans les contentieux et jurisconsulte du collège, en dehors de notre rôle de conseil juridique au service, réunir ces fonctions dans un seul service est un cas assez particulier, probablement unique dans l'organisation des États membres. Les services juridiques, ces 300 juristes, doivent suivre aux alentours de 2000 cas contentieux par an toutes les questions préjudicielles, peu importe la langue de la procédure, lorsque le juge national, lorsqu'un juge estonien interroge à la Cour de justice sur un cas, il y a un juriste qui parle la langue estonienne qui, en tant qu'amicus curiae, essaye d'aider la Cour de justice dans le meilleur de nos efforts, mais dans la langue de la procédure nationale. Les recours directs contre un État membre se font dans la langue de cet État membre et la défense, dans le cas d'annulation d'actes juridiques de l'Union, se font aussi dans la langue de l'État qui demande ou de la partie requérante s'il s'agit d'une entreprise qui conteste une décision d'État ou dans le cas de la concurrence. Aux alentours de 2000 cas par an et 15 000 actes juridiques contraignants ou non contraignants qui sont adoptés par le collège des commissaires, y compris décisions de concurrence, infractions, communications, recommandations, règlements, directives. Si vous regardez les ratios de productivité, c'est assez bon, je pense, parce qu'il est difficile pour nos collègues de rester sans travail parce qu'il y a beaucoup de travail. La coordination interne est très importante, mais il y a une autre caractéristique du service juridique, c'est par rapport à une direction générale, c'est un service avec beaucoup moins de hiérarchie. Les décisions ne se fondent pas sur l'autorité, sur l'autoritas, mais sur les discussions intellectuelles. C'est les arguments qui gagnent lorsque nous avons des discussions internes, que ce soit dans les contentieux ou dans les discussions. Dans ce sens, nous sommes un cabinet d'avocats. Je dis que nous sommes le meilleur cabinet d'avocats dans les droits de l'Union. Je pense que nous sommes parmi les meilleurs. Certainement, nous sommes le plus bon marché par rapport Les services juridiques de la Commission jouent un rôle très important dans le jeu institutionnel. Et je voudrais remercier Pierre Sellal parce qu'il a mis sur la table les éléments, notre rôle de conseil, notre rôle de travail, la participation au Coreper, les discussions avec les conseils, avec les États membres, avec le Parlement. Et là, je crois que ce sont des éléments très importants. Le service juridique est un avocat et non un juge. Là, il y a des différences par rapport au Conseil d'État. Le service juridique a le monopole de la représentation de la Commission devant les juridictions. C'est fondamental d'avoir une représentation unique. Nous assurons l'unicité de la représentation juridique de la Commission et de l'Union. Et notre rôle comme amicus curiae est fondamental. S'il y a un élément clé du droit de l'Union, c'est la question préjudicielle. La question préjudicielle, c'est un mécanisme, en quelque sorte révolutionnaire, qui permet
au juge national, qui est aussi juge communautaire, de s'adresser à la Cour pour demander l'aide de la Cour de justice pour trancher un litige en droit national dont le droit communautaire est en cause. Et je voudrais dire que, surtout, ce qu'il y a dans notre service juridique, et c'est Pierre Pescatore, ce juge légendaire de la Cour de justice, qui disait, je vais me citer un peu, mais vous allez m'excuser, mais Pierre Pescatore disait « La Commission dispose d'un service juridique bien organisé, bon, c'était avant mon temps, et dirigé, qui a la mission de la représenter devant la Cour. Ces services, composés de juristes qualifiés, appartenant aux divers systèmes juridiques, est animé d'un réel esprit de corps, en ce sens qu'il est capable de représenter à son institution dans les divers sujets contentieux et d'établir une doctrine commune afin d'agir dans un esprit de cohérence. Dans quelques lignes, voilà ce que nous essayons de faire. Mais je voudrais dire deux mots aussi sur les livres, parce que nous profitons pour vendre notre livre, même si c'est gratuit. Et c'est quand même une opportunité. Je veux par la suite aller à la Sorbonne et on va présenter le livre aux étudiants. Mais je crois que, comme je disais, il y a des grands éléments dans ce livre. D'une part, les droits de l'Union, on a beaucoup parlé. D'autre, les éléments concrets que ces droits de l'Union, au bout de ces 70 ans, apportent aux citoyens. Et nous pensons qu'il y a 5 éléments clés. D'abord, les valeurs. L'article 2 est la pierre angulaire, puisqu'il énonce les valeurs de l'Union. L'Union n'est pas un club comme souvent on dit en espagnol, un club de mercaderes. Ce n'est pas un club de marchands qui s'occupent. L'Union européenne est un club exigeant. Pour devenir membre, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état des droits, le respect des droits de l'homme sont la pierre angulaire de notre système. Et l'article 2 n'est pas une simple déclaration de principe. La Cour de justice l'a rappelé dans le règlement sur la conditionnalité. L'article 2 a une valeur juridique contraignante. On ne peut pas devenir membre de l'Union européenne si ces valeurs ne sont pas respectées. C'est une condition sine qua non pour appartenir à notre organisation. Et en plus, ces valeurs sont soumises au principe de la non-régression. Il ne suffit pas de dire « j'appartiens à l'Union, je suis une démocratie » pour le lendemain revenir en arrière. Ces valeurs doivent être garanties à tout moment et ces valeurs nous unissent. Et c'est grâce à ces valeurs qu'on a pu consolider et projeter notre action dans d'autres domaines. Le deuxième élément, il y a des réflexions dans ce livre sur les valeurs de l'Union, sur les mécanismes de la conditionnalité et sur la projection de ces valeurs sur le plan externe, c'est les droits que le droit de l'Union a conférés aux citoyens européens. Et ça, c'est quelque chose de très important. Non seulement la possibilité d'invoquer certains droits devant le juge national, comme la jurisprudence Wangen dans l'OS l'a permis, mais le fait que l'Union européenne accorde de nouveaux droits aux citoyens de l'Union. La citoyenneté européenne, qui complète la citoyenneté de l'Union, qui renforce l'appartenance nationale, l'identité nationale qui est reconnue à l'article 4, mais qui permet la protection diplomatique et consulaire, qui permet le droit d'aller à l'ombudsman européen, le vote dans les élections municipales dans notre État membre. Ce sont des données concrètes. Des données aussi, des droits aussi dans le domaine digital. Le droit à l'oubli, qui a été reconnu par la Cour de justice dans l'affaire Google, ou tous ces droits qui découlent de la législation environnementale, le droit à respirer une air plus saine, la qualité de l'eau, la protection de la nature, de la biodiversité, la politique agricole commune. Tout au cours de ce livre, vous allez trouver des exemples concrets de comment l'Union européenne permet de donner des avantages aux citoyens. Il y a un chapitre qui parle de la suppression des obstacles fiscaux,
qui auparavant compliquait le fait de vivre, travailler, investir, prendre sa retraite et même mourir dans un autre État membre. C'est la partie un peu plus macabre du livre. On parle de la politique agricole commune, de la politique de la pêche, de politiques cruciales pour des pays comme la France, l'Espagne, et l'importance de la politique de concurrence et comment la politique de la concurrence est indispensable dans un marché intérieur, et le rôle du service juridique, le rôle de la Commission en tant que gardienne des traités. Donc, je voudrais conclure, parce que nous arrivons à la fin du colloque, et je voudrais de nouveau remercier le Conseil d'État. Je voudrais remercier aussi les intervenants dans ce panel, notre audience, et d'évoquer de nouveau, et peut-être avant de conclure, évoquer aussi le rôle clé de la Cour de justice. Pourquoi? Parce que, comme Rosario Silva, ancienne vice-présidente de la Cour, l'a dit, une Union européenne sans les droits serait inimaginable. Mais une Union européenne sans la Cour de justice serait simplement non viable. Et je pense qu'il faut rendre hommage à la Cour de justice si nous parlons de 70 ans. Et pour conclure finalement, je dois citer notre présidente, parce que le service juridique est un service présidentiel. Et Ursula von der Leyen, qui d'ailleurs fait le préface du livre, il y a aussi une intervention de Roberta Metsola, qui est une avocate constitutionnaliste qui fait une contribution spéciale, mais Ursula von der Leyen, dans le préface, lorsqu'elle évoque l'ordre juridique de l'Union, elle dit « L'ordre juridique de l'Union est le moteur de l'intégration. L'intégration d'une union fondée sur les droits. » Et elle ajoute « La communauté des droits est le fondement de tout ce que nous avons réalisé et de tout ce qui nous reste à faire. » Permettez-moi de conclure, toujours avec notre présidente, en insistant sur ces valeurs qui sont au cœur de notre identité commune. Ce qui nous unit, c'est ce que nous représentons et ce que nous devons défendre en toutes circonstances. Je suis personnellement convaincu que chacun à notre place, les conseils d'État, les institutions européennes, les États membres, les services juridiques des États membres des institutions, sous le contrôle de la Cour de justice, nous avons à veiller sur ce trésor que nous avons en partage et qui est bon de célébrer comme nous le faisons ce matin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci, Madame et Messieurs les intervenants. Merci à vous tous qui nous avez rejoints ce matin et dont j'espère que vous avez partagé le vif intérêt que nous avons eu à écouter les différents orateurs. Bonne journée. Au revoir.